Ciao tout le monde. Bonjour. Bonjour Dante. Bonjour. C'est un peu compliqué parce que toujours ce type de présentation online, ouais, je préfère physiquement, mais bon. Je m'appelle Dante Liva, je suis prof chez Montpellier Business School depuis 2015 et j'ai un doctorat en management de l'innovation environnementale. Aujourd'hui, on va parler de la Green IT. On a la chance d'avoir un très formidable présentateur. Donc, je vous présente vous de suite. On commence avec Claire-Ligne Descailleux, qu'elle travaille chez l'entreprise Simplon. C'est une start-up sur les formations gratuites d'un métier numérique. Donc, pour tous vous, que vous êtes étudiant ou que vous avez des soucis avec de trouver un emploi, je pense que ce sera le bon contact pour envoyer un petit email. Et aussi, on a la chance d'avoir Sébastien Berny, c'est le fondateur de Prise Comparator. Désolé pour mon français. C'est une entreprise qui fait quelque chose de marketing digital. Donc, en général, si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter. Et plus particulièrement, si vous êtes dans le marketing digital, je pense que ça sera un très bon contact à avoir. Et finalement, last but not least, je ne sais pas comment dire en français, on a Hélène Brustel de l'entreprise. Bonjour. De l'entreprise digitale à Santras. C'est une entreprise qui démarche d'éco-conception des produits, notamment des produits des applications web où on va parler après. Donc, bon, merci beaucoup à tous les trois de venir ici au niveau virtuel et consacrer votre temps. Donc, bon, merci. Si vous voulez, on va commencer avec un petit quiz, avec un petit Kahoot qui a préparé Claire-Ligne Descailleux pour démarrer un peu l'idée sur le Green IT. C'est quoi le Green IT? C'est important, c'est pas important. Grâce à elle, on va voir des chiffres, je trouve, très intéressants. Donc, merci beaucoup. Et je ne sais pas si on peut commencer, si on a les codes et tout cela. Bah ouais, super. Merci beaucoup, Dante, pour l'introduction. Effectivement, comme il a pu l'expliquer, donc moi, je collabore avec l'entreprise Simplon, qui est un organisme de formation aux métiers techniques du numérique. Et dans nos méthodes d'apprentissage, on travaille beaucoup avec des méthodes ludiques et gamifiées. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de commencer notre table ronde avec un quiz pour essayer de ludifier et puis effectivement connaître un peu plus les enjeux de la Green IT. Dante disait important ou pas important. Je vous propose déjà une réponse, c'est important. Donc, de toute façon, sans plus attendre, je vous propose effectivement de commencer. J'ai ma plateforme, je ne sais pas si du coup c'est bien partagé. Vous avez donc du coup un quiz qui est Kahoot. Le quiz Kahoot, en fait, c'est la possibilité de vous connecter via votre smartphone pour remplir en temps réel vous renseigner en fait vos réponses. Donc, deux objectifs, avoir la bonne réponse et être le plus rapide parmi toutes les personnes qui vont participer également. L'idée, c'est de passer vraiment le plus rapidement possible. Vous allez voir en temps réel l'avancée et votre niveau de podium par rapport aux autres. On a 10 questions. On va essayer d'aller vite. Et en attendant, comme je ne vois pas la plateforme, je veux bien que vous me fassiez des retours, Dante, ou le reste des participants de la table ronde. Oui, c'est bien partagé. Hein. On a bien la page avec l'URL. Ok, d'accord. Donc, du coup, quand vous êtes sur Kahoot, utilisez bien votre smartphone. Vous intégrez dans le navigateur le lien kahoot.it. Et là, ils vont vous demander un game pin. Le game pin, c'est celui-là, 01 17 58 97. Normalement, vous l'avez dans la plateforme de conversation, je crois. Comme ça, vous allez voir en temps réel sur votre interface de l'ordinateur où est-ce qu'on en est et où est-ce que vous en êtes. Donc là, vous avez vu, vous êtes dessus. Donc moi, j'avais déjà rentré mes informations. Vous mettez votre blaze, votre pseudo, votre prénom, ce que vous voulez. Alors, je vous vois déjà. OK, super. On a 24 players. Donc, moi, je vais rajouter mon blaze. Mais évidemment, je ne joue pas puisque je connais déjà les réponses.
Ok, donc du coup, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Je vais lire les questions en même temps. Alors, quelle est la part mondiale du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Vous avez 4 propositions. 1%, 2%, 3% ou 4%. Vous avez le temps de répondre, donc n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas encore connectés, à commencer à vous connecter. Et pareil, ce n'est pas grave si vous rejoignez en cours de route. Ok, alors, la réponse était 4%. Alors, je vous ai également mis en fait la photo de centrale nucléaire parce que quand on parle en fait de 4%, c'est effectivement en fait la représentation de 100 réacteurs nucléaires. Si vous voulez, je pense peut-être qu'on peut d'abord faire le Time's Up, enfin pas le Time's Up, le quiz, et rebondir. Si vous avez des éléments ou d'autres questions, Dante, n'hésite pas si tu vois qu'il y a des questions à ce sujet. Dans tous les cas, voilà, 4%, c'est édifiant, c'est la part mondiale du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente 100 réacteurs nucléaires, pour vous donner une idée. La prochaine question, donc attendez, donc là pour le moment, la première personne, c'est Geoc, j'espère bien le prononcer. Ensuite, deuxième question, quelle est la part de la vidéo dans la totalité des émissions de gaz à effet de serre? 10%, 15%, 20% ou 30%? Alors ouais, 20%, effectivement 20%. Ça représente effectivement 1/5 des gaz à effet de serre. Pour vous donner un chiffre, alors pour ceux qui connaissent, là je vous ai mis une vidéo de Norman, un YouTuber. En fait, donc du coup, au niveau des représentations et au niveau des différences, on est sur, par exemple, des visionnages de vidéos sur Netflix ou YouTube, par exemple, ça représente 31% de la part en fait du visionnage de vidéos. On a aussi toutes les vidéos des réseaux sociaux qu'on voit régulièrement quand vous scrollez. Ça représente 18% de ces émissions. Et on a la pornographie qui représente 27%. On passe à la prochaine question. Alors, DevWeb WebAlès, d'ailleurs, c'est une des promotions de Simplon qui est également présente aujourd'hui parmi nous. Le numérique dans le monde est aussi polluant que... Donc là, ce n'est pas une question. Je vous propose soit le trafic maritime mondial, le trafic routier mondial ou le trafic aérien mondial. Et effectivement, il s'agit du trafic aérien mondial, ce qui est édifiant quand on se rend compte que le trafic aérien mondial en 2018, si je ne dis pas de bêtises, c'était quand même 1 milliard de tonnes de CO2. Et vous l'avez vu également, vous avez pu peut-être le voir, je pense, pendant le premier confinement, les partages de maps sur lesquels on pouvait voir la différence avant et après de taux de pollution liés au trafic aérien mondial. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, le numérique est aussi, voire plus polluant que le trafic aérien mondial. On est aujourd'hui sur 4% d'émissions, en tout cas du rapport de pollution. En 2040, si on n'évolue pas nos modes et usages, on pense même qu'on va monter à très rapidement 7% en 2040 sur le ratio de la part du numérique. Du coup, je vous ai mis un petit vélo en photo pour également aussi éveiller les consciences à ce sujet-là dans vos manières de vous déplacer. Donc, 3,6 millions d'ordinateurs jetés chaque année. Combien sont dépollués? 1 million, 1,5, 2 millions ou la totalité de ces ordinateurs sont effectivement dépollués? 1 million. Donc, effectivement, c'est le chiffre le plus bas qui a été proposé ici. Effectivement, aujourd'hui, et surtout aussi en termes de recyclage et de seconde vie qu'on peut proposer à nos appareils électroniques, c'est encore très, très faible. Je propose de ne pas forcément orienter de débat autour de ça pour le moment, mais ça peut être intéressant qu'on travaille sur un échange de bonnes pratiques et puis en plus avec les autres intervenants et intervenantes qui sont présents, de proposer effectivement des alternatives pour solutionner en fait cette situation. Alors, 5e question, à votre avis, combien y a-t-il de métaux dans la composition d'un téléphone portable? Donc, ce type de téléphone portable, c'est orienté smartphone. 40, 50, 60, 70 matériaux différents. Allez, on arrive à la fin. Donc, on est effectivement sur 40 matériaux différents. Le problème avec on va dire, la diversité des matériaux qui sont utilisés, c'est déjà dans un premier temps, beaucoup de ces matériaux sont des matériaux fossiles non renouvelables, donc du coup qui aujourd'hui sont quasiment pour la plupart tous impossibles d'être
recyclés, pardon. Et au-delà en fait du matériel en lui-même, la plupart de ces matériels, quand ils sont extraits, donc ces métaux extraits, ils créent d'énormes dégâts au niveau environnemental et sociétal. C'est aussi de la déforestation, de la pollution de l'eau, mais aussi des gros problèmes sociétaux au niveau des populations qui habitent au niveau de ces zones d'extraction. Peut-être si vous voulez, après, si vous le souhaitez, je pourrais partager avec vous toutes les sources qui m'ont permis aujourd'hui aussi de vous dire ça et de vous donner ces informations-là. Donc, alors Delphine de Simplon qui est en tête, de WebAles, M, Geoc et Namnan. Alors, on continue. 6e question. En termes de consommation, à quoi correspond 1 heure de vidéo en streaming? À la consommation annuelle d'un grille-pain, à la consommation annuelle d'un frigo ou à la consommation annuelle d'une voiture? Oui, c'est ça, c'est à la consommation annuelle d'un frigo. Donc, en fait, je pense que c'est beaucoup plus marquant quand on assimile ça et les dégâts, entre guillemets, de la consommation à des représentations beaucoup plus tangibles qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et donc, effectivement, 1 heure de visionnage de streaming équivaut à une consommation annuelle d'un frigo, ce qui est quand même assez énorme. Donc, du coup, effectivement, je vous laisse aussi faire les liens et c'est pour ça qu'on dit aussi souvent de faire attention quand on regarde, ça appelle à réfléchir avant de regarder plein de vidéos sur YouTube. 7e question. Alors, allumée 24 heures sur 24, la conso électrique annuelle d'une box ADSL plus boîtier TV correspond à... Donc là aussi, pareil, on fait le parallèle. Un ordinateur portable utilisé 8 heures par jour pendant 1 an, 4 ordinateurs portables, pareil, ou 7 ordinateurs portables. Voilà, effectivement. Donc là encore, hein, comme tout à l'heure, c'est vraiment pour vous montrer l'impact du fait de toujours laisser, par exemple, brancher ces appareils électroniques. Je vous invite à faire l'expérience vous-même quand vous, pendant un mois, testez le fait peut-être de débrancher tout ce qui est lié à toutes les prises liées à la DSL, à ces boîtiers-là, et vous verrez en fait sur votre consommation d'énergie à la fin du mois que ça va vous faire beaucoup d'économies. C'est cool, on voit que les scores évoluent pas mal. Alors, 8e question. Combien de kilos de matières premières sont nécessaires à la fabrication d'un ordinateur? 10 kilos, 100 kilos, 80 kilos, 800 kilos. Voilà. Donc, effectivement, 800 kilos était la bonne réponse. C'est justement là où on peut se rendre compte, en fait, de tout ce qu'il y a autour du numérique et en fait de l'impact écologique. Parce qu'on parle beaucoup de l'impact écologique lié au transfert de données, etc. Je ne vous en dis pas plus, sinon je risque de vous induire pour les prochaines questions. Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est autour au niveau informatique et tout ce qui... nécessite un travail énorme d'extraction de matériaux, mais aussi de tout ce qui est concerné autour de votre outil informatique. C'est là aussi on va pouvoir voir que la Green IT joue sur plusieurs volets. Ok, du coup, le score reste quand même sur les mêmes podiums. Alors, sur les 24 millions d'appareils neufs vendus chaque année, combien sont recyclés? Là, je pense qu'il y a une question qui vous a aidé juste avant. Donc, du coup, on passe entre 5, 6, 10 ou 12%. OK. Donc, à ce jour, c'est 6%. Alors, ceux-là, c'est des chiffres de 2019. Je sais que ça a évolué dans le bon sens, heureusement. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de matériel reconditionné. Peut-être que ça peut être intéressant après de parler de plateformes de reconditionnement, voir si on en connaît et peut-être partager aussi ce bon tips, ces bonnes informations. Donc ça, on est d'accord qu'effectivement, le fait de reconditionner, ça joue aussi énormément sur l'impact écologique lié à tout ce qu'on s'est dit avant. Donc, dernière question. Combien de kilomètres parcourt en moyenne une donnée numérique? 15 km, 150 km, 1500 km, 15 000 km. 15 000 km. Et donc, du coup, c'est effectivement une moyenne. Donc, en fait, si ce chiffre est aussi impressionnant, c'est parce qu'effectivement, par exemple, un mail, avant d'arriver à la boîte mail potentiellement d'une personne qui est, je ne sais pas, à 15 km de vous, cette donnée-là, elle va d'abord être traitée par un data center et puis par l'antenne, en fait, de l'entreprise ou j'ai plus le mot.
Je ne vais pas trop partir sur ce sujet ou donner trop de détails, mais effectivement, ça va d'abord être traité par des data centers avant de revenir dans la boîte mail de votre destinataire. Donc, peut-être que ça peut être intéressant qu'on développe après plus avec les autres parties prenantes de la table ronde. Et sinon, en attendant de passer à la table ronde, voici le gagnant, du coup, Delphine, qui a remporté le challenge, celui de Geoc et d'Ewebales. Et écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce challenge. J'arrête le partage. Oui, merci beaucoup en fait, Clareline. Merci beaucoup pour cette petite challenge. Je trouve ça vraiment intéressant au lieu de parler de mégatons CO2, kilogrammes CO2 qu'on entend toujours, mais ça pour nous sont des chiffres que normalement ça ne nous dit rien, malheureusement. Mais c'est pour ça que j'adorais quand vous avez comparé ça avec le trafic à Rennes. Parce que, comme vous avez bien dit, avec le coronavirus, on a constaté par des photos qui sont faites par les NASA, etc., comme tout le ciel il est changé à cause de ça. Donc, ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Aussi, au niveau des smartphones, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une entreprise qui s'appelle Fairphone, que c'est un type de smartphone que, bon, c'est jamais 100% environnemental, mais c'est vrai que ce type de smartphone, si quelqu'un a un doute, on peut envoyer des liens et tout ça pour dire qu'on essaie petit à petit de réduire la production et de réduire les inputs que c'est nécessaire pour les smartphones, que, comme Clareline de Calle l'a bien dit, et c'est énorme. Donc, je ne sais pas si j'ai des questions. D'accord, on posera des questions après les échanges. Bon, c'est parfait. Donc, c'est génial. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si Sébastien Merny, si vous voulez parler un petit rappel. Volontiers. Oui. Rebondir même sur le quiz, je crois qu'il y a vraiment 2 choses importantes qui émergent. C'est la nécessité au niveau, enfin les plus grosses pollutions, la première, c'est le matériel. Cette obligation qu'on a tous de changer notre matériel, non pas parce qu'il fonctionne plus, mais parce que les logiciels qui sont dessus, en fait, nécessitent de les changer pour fonctionner correctement. Et puis le deuxième aspect, c'est le voyage des données. 15 000 kilomètres de moyenne, moi-même, je pensais pas que c'était tant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, dans notre, enfin, donc voilà les 2 points. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de Price Comparator, qui est un logiciel de veille concurrentielle sur internet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye de donner une visibilité à nos clients qui sont des e-commerçants, la plupart, sur les stratégies marketing qui sont déployées sur internet. Et pour cela, en fait, on utilise des robots qui vont parser le web pour récupérer les campagnes marketing qui sont déployées en ligne. Donc on a eu tout de suite une priorité dans notre action, c'était de ne pas imposer à nos utilisateurs de changer d'ordinateur pour utiliser la solution déjà. Donc c'est une solution qui est en SaaS, hein, donc c'est un logiciel qui est en ligne, qui ne s'installe pas sur sa machine, qui est consultable depuis internet. Donc ça, c'était la première chose, justement parce que, on voulait pas imposer, à nos utilisateurs qui sont des professionnels, puisqu'on est en B2B, hein, on vend que aux professionnels notre solution, et ils ont pas l'intention de changer leur parc trop régulièrement, donc ça, c'était vraiment important. Mais le deuxième point sur lequel on a beaucoup plus travaillé encore, c'est la quantité de données qu'on télécharge, à la fois quand on utilise le logiciel, bien sûr, mais pour nous, c'était surtout un sacerdoce de dire: «Bon, OK, on va aider nos clients à optimiser leur marketing pour en faire moins mais mieux en sachant ce que leurs concurrents font». Donc ça, c'était la grande stratégie de départ. En tout cas, pour moi, elle était immédiatement, plutôt éthique en ce sens. Une espèce de fin de boulimie marketing parce qu'on est tous abreuvés de publicité qu'on n'en peut plus, quoi. Donc l'idée, c'était d'en faire moins mais mieux. Et le paradoxe, c'est que grâce à l'ADEME, on a fait un audit, avec la CCI et l'ADEME, dans le cadre de Green IT.
où on a pu évaluer en fait l'impact de notre logiciel, combien notre logiciel en fait pollue, puisqu'on parle quand même de pollution CO2. Et la mauvaise surprise, c'était que les robots qu'on utilisait pour parcourir le web et récupérer ces informations, qui permettaient à nos clients de faire moins de marketing derrière, et ben, le paradoxe, c'est que ces robots étaient extrêmement consommateurs. Donc on n'est pas au niveau des vidéos, hein, qui est juste titanesque. C'est une catastrophe, ça. Je veux bien donner une piste de réponse à la première question qui a été posée. Le streaming, en fait, c'est assez simple. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un demande à regarder une vidéo, eh bien, en fait, le serveur distant va mettre sur play cette vidéo, en quelque sorte. Donc, va lui envoyer un flux pour qu'il puisse voir cette vidéo. Et il va l'envoyer à toute la planète Internet, mais une seule personne va le consulter, puisque c'est la personne qui l'a demandé à un instant T. Et vous comprenez bien que la personne qui le demande une seconde plus tard, elle ne reçoit pas le même flux, puisque c'est une seconde plus tôt, enfin, ce qu'elle veut voir dans le film. Donc, elle va demander à nouveau au serveur d'envoyer entièrement ce film une seconde plus tard. Donc, en fait, le serveur va l'envoyer 2 fois pour 2 personnes qui le regardent quasiment en même temps. Donc déjà, si on arrêtait d'envoyer, de manière unitaire les flux vidéo et qu'on disait: «Bah, on va l'envoyer une fois par seconde» et au lieu de l'envoyer à une seule personne et ben, on va peut-être l'envoyer à 500 ou 10 000 personnes et déjà on va diviser, mais ça va être juste monstrueux la division, hein. Donc il faut appeler Netflix et lui dire: «Écoute, maintenant quand j'appuie sur play, eh bien, je veux attendre, entre 0 et 1 seconde». Heu, En fait, les clients sont pas prêts à attendre. Netflix, est pas très concerné par ce problème, en tout cas pas encore et je parle de Netflix parce que c'est vraiment un des plus gros acteurs, hein, mais tous les autres, c'est pareil, YouTube ou autre et du coup, voilà, si on acceptait d'attendre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, enfin tout ça est extrêmement exponentiel en termes de gains, on pourrait déjà beaucoup limiter. Donc pour en revenir rapidement à mon sujet, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié que c'était nos robots qui étaient extrêmement consommateurs de données. Donc on a éduqué nos robots parce que c'est possible de faire les choses correctement. Je suis assez d'accord, on va pas il est pas question en fait de cesser de progresser, dans le numérique. Il est pas question de cesser d'innover. Par contre, on peut le faire, de manière un peu plus raisonnable, et responsable et du coup voilà, prendre un téléphone, le faire durer, 6 mois de plus ou 1 an de plus et bah, c'est un gros gain. Acheter un téléphone, en effet reconditionné, c'est un gros gain et pour nous, au niveau des robots et bien, c'est simple, on a éduqué nos robots, puisque nos robots veulent récupérer, par exemple, sur une page d'un site e-commerce le prix eh bien, le robot n'a pas besoin de récupérer, les polices, les couleurs, les photos, les descriptions inutiles et cetera. Et donc on a expliqué à nos robots qu'il fallait cesser de télécharger la page tout entière et que si on avait besoin que du prix, le prix il est dans la partie HTML d'un site web et on passe de quelques mégaoctets à quelques kilooctets et du coup on divise par, 2, 3, 5 ou 10 des fois le téléchargement, des fois même beaucoup plus, si le site est mal fait. Et donc cet effort en fait d'éducation de nos robots nous a pris, pas mal de temps. Mais le résultat, c'est qu'on a divisé par 4 notre impact, numérique, juste en faisant un tout petit peu attention. Alors on est pas bah, en fait on est passé de tonnes à kilos, donc ça change beaucoup les choses et surtout, à notre échelle, on est une goutte d'eau en fait dans dans le monde internet, puisqu'on est une toute petite, start-up de 8 personnes, au BIC de Montpellier et notre impact, il est infinitésimal par rapport aux géants, du web mondial. Voilà. Donc je m'étale pas plus, mais en faisant tous un tout petit peu attention, on pourrait déjà avoir un impact qui est extrêmement fort et personnellement, je suis très content de regarder le ciel maintenant avec beaucoup moins de traits blancs. Autant Elon Musk, il nous a pourri un peu la nuit, même si j'adore ce qu'il fait et il est très visionnaire, j'adore. Mais la nuit, quand vous regardez le ciel, bah, c'est plus comme avant en fait. Voilà, il y a des trucs qui passent et il y en a de plus en plus. Donc voilà, les choses évoluent, il faut les accepter aussi, mais on peut certainement faire, un peu plus raisonnable. Bon, oui, merci, merci beaucoup, Sébastien. Et oui, merci beaucoup pour tout cet exemple. Oui, j'adore parce que moi, en tant que prof d'une école de commerce, j'adore aussi, à part de donner des chiffres, de donner des exemples pour les rendre très, très visuellement. Et oui, je ne savais pas le problème de regarder en vidéo et de le faire une fois, même si la différence de moins d'un seconde. Donc, pour moi, ça, c'est un peu choquant. Parce que c'est vrai que pour nous, on pourrait faire, c'est pas pour regarder en vidéo, attendre 10 secondes.
en disant dans 10 secondes, vous aurez la vidéo, et comme vous avez dit, au niveau des pollutions environnementales, on peut réduire énormément. Et je pense que ça c'est une chose qu'on ne s'est pas rendu compte. Et moi, que j'ai fait ma recherche, c'est l'innovation environnementale, moi, je ne savais pas. J'ai fait la recherche depuis 10 années déjà. Donc, c'est super intéressant d'avoir des exemples, d'avoir des intervenants comme vous. Et aussi, on va laisser un peu la parole, aussi intéressant, à Hélène Brustel. Et après, je pense qu'on peut répondre à toutes les questions. On a quelques minutes et tout ça. Donc, si vous voulez, on arrête ici. On vous laisse la parole. Hélène, c'est bon? D'accord, super. Merci beaucoup, Dante. Je me présente de nouveau. Donc, je suis Hélène Brustel. Je vais rectifier un tout petit peu ce que disait Dante dans ma vie de tous les jours. En réalité, je travaille pour NTT France. Mais là, aujourd'hui, j'interviens effectivement pour le compte de la Factory numérique responsable et digitale et durable, pardon, pour le compte du Digital 113. Le Digital 113 étant un cluster d'entreprises en Occitanie. Donc, cette factory, elle a pour but d'aider les acteurs du numérique à mesurer les impacts environnementaux, récolter et identifier les besoins des entreprises en termes de Green IT, et puis référencer des cas pratiques qui ont déjà démontré leur efficacité. J'insiste un peu sur cette factory. Il y a un événement pour lequel la factory accorde beaucoup d'importance, ça s'appelle le Green IT Day. Peut-être certains d'entre vous le connaissent ou ont déjà participé. Donc, cette année, il a eu lieu le 8 octobre dernier. Comme ça a lieu une fois par an, le prochain sera probablement début octobre de l'année 2021. Et le Green IT de cette année avait pour thème le numérique responsable, vecteur de résilience pour les entreprises et les collectivités. Vous l'aurez compris, l'objectif de ce Green IT, c'est d'inciter les entreprises à passer à l'action. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'éco-conception, mais avant de vous parler d'éco-conception, je vais faire un petit rappel sur les applications web. Et en réalité, l'intervention de Sébastien m'aide beaucoup parce que c'est l'exemple parfait. Une application web n'existe que parce que nos équipements permettent de la matérialiser. Donc, une application web, elle se consulte depuis un smartphone, un PC, au travers de réseaux et de serveurs. Et c'est bien ces équipements qui ont un impact environnemental direct. Comme l'expliquait Claire-Lynne tout à l'heure, l'extraction des matériaux nécessaires à leur fabrication, c'est ce qui a le plus d'impact en termes d'environnement. Si vous devez retenir une chose, ce qui a le plus d'impact, ça reste la fabrication d'un terminal. Voilà, donc maintenant je peux vous parler d'éco-conception. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? C'est penser les applications et de façon plus large les projets pour consommer le moins possible de ces ressources physiques. Donc, consommer le moins possible de RAM, de CPU, de bande passante. En somme, c'est réduire les impacts environnementaux et économiques en travaillant en amont dès leur conception. Il faut savoir que plus tôt on conçoit, plus tôt les effets de levier sont importants, plus les effets de levier sont importants. Quand on sait que 70% des fonctionnalités sont jamais ou quasiment jamais utilisées, on comprend vite que le bénéfice le plus important est déterminé dès le début d'une initiative. Je pense que dans le cas de Price Comparator, l'exemple pris par Sébastien de revoir comment les robots fonctionnent, c'est quelque chose c'est typiquement de l'éco-conception. Voilà. C'est surtout la moitié du web. C'est la moitié du web, ce sont des robots qui pourrissent la vie de tous les serveurs. Donc au-delà des solutions qui permettent de bloquer les robots, c'est vrai qu'on pourrait juste réfléchir à accepter les robots quand ils sont polis. Oui, si vous les éduquez comme vous l'avez expliqué, il n'y a pas de problème. En éco-conception, il y a 5 principes. Le premier, c'est de définir le service à délivrer. Les fonctionnalités vraiment utiles qu'on cherche à fournir. Donc, vous connaissez l'adage de qui peut le plus, peut le moins. En éco-conception, ça n'a pas de sens. Encore une fois, je suis désolée Sébastien, je reprends l'exemple de Price Comparator, mais c'est pile poil. Au lieu d'aller chercher toute une page dans laquelle vous allez isoler l'information dont vous avez besoin, dès le départ, vous isolez l'information dont vous avez besoin pour la rapatrier et du coup, forcément, vous consommez moins. Non, je voulais juste aller dans ce sens-là encore plus loin. Là, on est en train de réfléchir à des méthodologies plutôt avec des partenariats labos de recherche pour identifier en fait les probabilités que les changements aient lieu. Parce que nous, on s'est rendu compte que autour de 95% des informations ne changent jamais.
en marketing. Même s'il y a beaucoup d'agitation, en fait, je crois qu'Amazon change des millions de prix par jour et même peut-être par minute. Donc, ça donne l'impression que tout change sans arrêt, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, on est en train de chercher à optimiser nos algos pour identifier ceux qui ont une probabilité de changer et pour cesser de requêter sur ceux qui ont une faible probabilité de changer et d'économiser autant de... Vous imaginez, c'est 95% des prix qui ne changent pas d'un jour sur l'autre, quoi, pour nous. Donc, comme on fait des millions de requêtes chaque jour, en fait, on pourrait se dispenser de presque tout. C'est ça, c'est autant de requêtes économisées. Dans cette bonne démarche, dans les principes d'éco-conception, il faut étudier le service de bout en bout, tant sur les équipements nécessaires à la consultation et l'utilisation des applications que sur les étapes de cycle de vie de ces mêmes équipements et également de l'application. Les fonctionnalités qui ne sont plus utilisées, comment les faire disparaître pour éviter qu'elles prennent de la place pour rien. On propose aussi d'utiliser différents indicateurs environnementaux pour éviter les transferts de pollution et puis savoir un peu où on en est. Et enfin, bien sûr, il faut avoir une démarche d'amélioration continue à tous les niveaux. Voilà, ça nous permet de nous améliorer tout le temps. Il y a un ouvrage qui s'appelle « L'éco-conception web, les 115 bonnes pratiques » de Frédéric Bordage aux éditions Erol. Voilà, certains d'entre vous doivent connaître. Cet ouvrage, c'est vraiment le manuel de base quand on veut faire de l'éco-conception. Il propose 3 postures pour l'éco-conception, la simplicité, la frugalité et la pertinence. Je ne vais pas les développer plus sur ces aspects-là, mais je vous invite à consulter cet ouvrage qui est vraiment une mine d'or pour l'éco-conception. Il y a les réponses à la question tout à l'heure que j'ai vu passer sur les développeurs qui se demandaient quelles étaient les bonnes pratiques. Dans cet ouvrage sont justement répertoriées des pratiques à la fois simples et voilà. Il y a 2 versions, hein, il a été mis à jour il y a peu de temps, donc je vous le conseille également. Au moins 3 éditions d'ailleurs, je suis à la 3e. Peut-être même la 3e, ok, très bien. Est-ce qu'on fait la passerelle avec la partie recrutement? Ça me paraît vraiment essentiel, justement. La question, c'était, Oui. nous, on est en formation développeur ou développeuse et on devrait savoir ça dès le plus jeune âge. Et on devrait plus coder que éco-conception. Moi, je voudrais juste donner 3 éléments qui sont juste essentiels en fait, pour vous motiver à le faire, soit en tant qu'entreprise, soit en tant que futur développeur, en particulier dans l'IT. Déjà, c'est que nous, on a réduit nos coûts d'infrastructure de manière importante. Faire du green, aujourd'hui, ça ne rapporte aucun client. Tout le monde s'en fout, même si c'est dans la tendance. On aime bien le greenwashing au mieux. Je suis exprès de pessimiste, hein, mais un peu réaliste aussi. On a répondu à des appels d'offres où c'est 10% d'aspect clairement green. Et en réalité, quand vous êtes à la pondération, et vos critères de green en fait, sont juste là pour être présents et ils ne sont absolument pas dans la décision. C'est des exemples, mais ça commence quand même à rentrer. Je ne peux pas nier non plus. On a signé des clients récemment justement parce que l'interface était légère. Donc, c'est intéressant pour le client de pouvoir charger vite un tableau de bord parce qu'on n'a pas fait passer 50 choses dans l'API. Pour nous, ça a été vraiment surtout un levier au niveau infrastructure, puisqu'en fait, les ordinateurs qui font tourner nos logiciels aujourd'hui, donc les serveurs qui font tourner nos logiciels aujourd'hui, sont en réalité des ordinateurs qu'on pourrait s'acheter dans un commerce normal. C'est pas des monstres hyper gourmands en énergie, etc. Donc forcément, ça vous coûte moins cher. Et j'ai des collègues dans la pépinière de la métropole de Montpellier au BIC qui sont pas dans le logiciel du tout, mais qui utilisent évidemment des logiciels pour la PAO ou autre, enfin voilà, pour leur activité soit industrielle, soit autre, et ils ont des coûts de serveur qui sont supérieurs à nous, alors que c'est notre métier. Donc ça, c'est des petits indicateurs qui sont quand même forts. Le deuxième, certainement encore plus intéressant, encore plus important, c'est la vraie tendance de fond de donner du sens aux salariés en général ou aux créateurs d'entreprises, puisque tout le monde est un créateur d'entreprise en puissance, mais en tout cas de donner du sens à son activité professionnelle. Moi, il me semble que c'est juste essentiel. On y passe la moitié de sa vie, la moitié au lit à dormir et l'autre moitié à bosser. Donc, il faut que ce soit cool, il faut que ce soit agréable, il faut qu'on y prenne du plaisir et il faut que ça ait du sens.
Aujourd'hui, il y a une vraie demande de donner du sens à son activité et travailler intelligemment dans l'éco-conception, dans la Green IT, au sens global du terme, ça me semble être une excellente piste. Nous, on a vraiment eu un attrait depuis qu'on s'est engagé dans cette voie et qu'on a montré ce qu'on savait faire. On a vraiment eu des propositions en fait de personnes qui venaient nous voir, pas pour du savoir avoir, c'est-à-dire un gros salaire, mais la priorité c'était du savoir-être, c'est être bien au quotidien, c'est être bien dans son activité. Et on a développé une vraie logique RSE globale dans la société sur la base du respect de l'environnement, des pratiques et surtout des humains, puisque c'est quand même ça qui est sympa, c'est de bien s'entendre au bureau. Et du coup, pour nous, le confinement est une torture parce qu'on aime bien être ensemble. Donc, on continue d'avoir nos 2 ou 3 points jour en visio, mais voilà, on a hâte que ça cesse. Bon, voilà, je pensais que c'était important de faire ce point RH parce que il faut y croire et il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la demande. Il y a un vrai intérêt pour cette dimension-là. Et je pense que ça va pas du tout s'arrêter, au contraire. Donc, voilà. Plus on s'y met tôt, un logiciel, en fait, une fois qu'il est mal développé, c'est terminé. Pour le remettre à plat en éco-conception, ça coûte vraiment très cher. Donc, il faut le faire dès le début et donc il faut former les étudiants à ces pratiques. Bastien, si tu le permets, je vais rajouter un complément à ça sur la Oui. partie impact business parce que je vais juste partager mon expérience. Donc, dans ma vie de tous les jours, je suis responsable d'une équipe de développement. Donc, on développe différentes applications pour différents besoins, enfin différents produits, pour être plus précise. Et nous avons développé récemment une application pour des besoins internes pour nos managers. Quand on a été initié à cet aspect sobriété numérique où il y a 1 an, on ne savait même pas encore de quoi on parlait, on a commencé à essayer de regarder justement quelles étaient nos bonnes pratiques, quels était notre impact à l'environnement. En réalité, quand on a utilisé des outils sur le web gratuit type EcoIndex ou Ecometer qui permet de vérifier l'impact environnemental à partir d'une URL donnée, on s'est aperçu qu'on n'avait pas une note si mauvaise. Et en réalité, quand on s'est demandé, c'est plutôt une bonne surprise, mais comment ça se fait? On s'est aperçu que simplement en cherchant à être efficace pour proposer une application qui ait des temps de latence limités, donc avec des appels réseau limités, on permettait justement d'avoir une sobriété numérique, alors pas complète évidemment, mais en tout cas plus importante. Et aujourd'hui, on développe toujours en Scrum, sauf qu'on a intégré l'éco-conception dans notre méthodologie de tous les jours. Et Sébastien, tu parlais d'aide technique. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi basse en réalité, grâce à ça, parce qu'on conçoit dès le départ les fonctionnalités. On essaie de vraiment essayer de comprendre. On simplifie les choses. In fine, ça simplifie pour l'utilisateur. Et un manager qui passe 2 fois moins de temps sur l'application pour trouver cette information, c'est aussi un manager qui peut faire autre chose. Donc, en termes business, Absolument. on a un vrai impact à ce niveau-là également. Nous, on s'est rendu compte, excuse-moi Dante, on s'est rendu compte qu'au lieu d'attirer systématiquement nos utilisateurs sur la solution, et des fois, un simple mail avec du texte, c'est un peu téléphoné, hein, mais c'est un peu l'expression qui convient pas en l'occurrence, mais voilà, des fois il suffit de mettre quelques mots par mail, vous donner une information, il n'y a pas besoin de demander à quelqu'un de se connecter, d'aller sur l'interface, de mettre son login, password, d'accéder à des informations, puisqu'il voulait juste avoir 3 mots. Et Désolé, oui, Dante. merci et désolé pour vous couper parce que je pense que c'est très intéressant, mais malheureusement, maintenant, on n'a pas trop de temps. En fait, on est un peu en retard. Donc, je vous anime aussi à laisser des liens ici dans le futur. Et on a pas mal de questions. Donc, bon, je ne sais pas si on aura, c'est très intéressant au niveau de conception. Tout ça, ce qui m'a choqué, moi, personnellement, des données que vous, tous les trois, vous avez données, de quelques données que vous avez données, je n'étais pas au courant. Et aussi, une question géniale que s'était donnée, c'est pourquoi vous pensez que les utilisateurs ne sont pas au courant? Parce que Sébastien, par exemple, il a parlé de que la demande pour réduire les Green IT, c'est 10% à peu près. Mais peut-être que c'est parce que nous, en tant qu'utilisateurs,
on n'est pas au courant. Si on voit les Kahoot qui a développé Clarelink, par exemple, on a pas mal de personnes qui sont ratées parce qu'on ne s'est pas rendu compte de toutes ces chiffres. Donc, c'est vrai, c'est une question un peu de base, mais je ne sais pas, pour discuter un peu pourquoi vous pensez que les utilisateurs ne sont pas au courant et qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut communiquer un peu plus. Par exemple, Clarelink avec la formation que cette entreprise donne, mais aussi avec l'éco-conception d'Hélène et Sébastien. Je pense que c'est un lien que c'est lié avec tous les trois. Et ouais, ces questions, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que vous pensez avec ça? Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi les entreprises ne sont pas intéressées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous laisse la parole. Je peux vous proposer un élément de réponse. Non, c'est juste pour savoir parce que je sais qu'on aura, c'est super intéressant et du coup c'est ultra complémentaire parce qu'on a des axes et des visions différentes. Moi par exemple, j'ai pas forcément la vision tech, mais par exemple j'ai peut-être plus la version du plan de relance. Donc du coup sur d'autres éléments, en fait, l'élément de réponse c'est que pour moi, il nous manque encore beaucoup de données quantifiables quant à l'impact écologique concret qu'on peut quantifier effectivement au sujet de l'impact écologique du numérique et l'empreinte environnementale. Du coup, oui, effectivement, je sais que nous, au niveau Simplon, dans le cadre des formations aux métiers techniques du numérique, toutes les formations sont donc du coup avec des modules qu'on appelle aussi Upcast sur la question du web design et de l'éco-conception. Donc, chacun des développeurs et chacune des développeuses en devenir est aussi sensibilisé à la question de comment développer green. Et sur la question aussi RH et en devenir, au final, c'est vraiment une question vraiment de sensibilisation, de communication, comme tu disais, Dante. Et par exemple, la dernière fois, c'était justement au Green IT Day, où on a eu aussi une annonce d'un plan de relance au niveau économique pour les entreprises du numérique, afin de les favoriser aussi sur le plan durable et responsable de l'éco-conception, avec 3 leviers. Par le design, donc l'éco-conception par le design, pour penser des applications moins gourmandes et énergivores. Et effectivement aussi sur la question des matériaux. Et je sais que parmi, par exemple, les métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et qui sont amenés à exister bientôt, on a, et j'avais noté un nom qui s'appelle maître du recyclage augmenté. C'est des nouveaux métiers qui vont naître aussi du fait de chercher à rendre le numérique en général, par le matériel et par l'utilisation et les usages, beaucoup plus durable et penser de façon à réduire l'empreinte écologique. J'espère Je pense avoir que la réponse, non, mais personnellement, j'accompagne à 100% cette vision. Tout est dans l'éducation. En fait, la raison qui fait qu'on n'est pas au courant, c'est que ça va vite. Ça va très vite et au-delà de la difficulté de mesurer, qui est exacte aussi et voilà, nous, on a dû faire un audit. Enfin, c'est pas un truc, intégré aux solutions. Il y a pas voilà, il y a pas d'automatisme encore là-dessus. Hem Au-delà des mesures et de la difficulté, c'est que ça va vite et donc les gens sont pas encore formés et donc bah, ça va prendre une génération. C'est-à-dire que le temps que les personnes qui prennent conscience, transmettent le savoir aux enseignants et que les enseignants le transmettent aux devs et ben, il faudra une petite génération pour que ça arrive au bout. Alors on peut faire des courts-circuits, hein. Nous, on intervient, typiquement à Polytech Montpellier et d'autres écoles d'ingénieurs de Montpellier en tant que prestataire, professionnel, donc c'est pas notre boulot, hein, mais on le fait avec grand plaisir parce qu'on aime partager notre expérience et on trouve des recrutements avec des vocations aussi, hein, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas juste Candide. On partage notre expérience et on récupère des bons profils, mais du coup, on intervient en éco-conception, en particulier, Mathias Paulin qui est mon directeur technique, qui est docteur en intelligence artificielle et qui amène, bah, une vraie ouverture sur, comment est-ce qu'on peut faire de l'éco-conception logicielle, nous dans notre logiciel, à l'extérieur quand les clients l'utilisent et donc expliquer à quel point c'est important, dès le début. Il faut dire qu'on intervient en IG5 en général, en 5e année d'école d'ingé et ils ont jamais entendu parler de ça avant, quoi. Donc bon, il y a encore un peu de boulot en termes d'éducation, mais enfin voilà, c'est le début, hein, mais ça va vite, ça va très vite. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé, mais bon, malheureusement, on est un peu en retard. Enfin, on doit finir il y a 5-10 minutes. Donc, bon, si je dois vous couper ici, ça veut dire que c'est un sujet hyper intéressant.
il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à repenser, à déformer, à communiquer exactement. Donc, je suis vraiment désolé, on doit finir ici. Je vous remercie et aussi, je pense que quand vous êtes inscrit dans toute la journée, si jamais vous voulez ajouter quelque chose, si quelqu'un veut vous écrire une petite question, un petit commentaire, si quelqu'un veut travailler chez votre entreprise ou tout simplement pour créer des liens, je suis sûr que vous êtes toujours dispo, moi aussi. Donc, bon, désolé encore, mais merci vraiment, merci beaucoup pour avoir consacré ce temps. Merci beaucoup à tous. Merci également. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Avec plaisir. Merci Dante, Caroline, Hélène. Bonne fin de journée à bientôt. tous. À vous Au aussi. revoir. Au revoir. Et au revoir Un à tous les plaisir. spectateurs. Personne présente.